Allez, c'est le moment de discuter. On accueille 2 personnes en plus. On a retrouvé Olivier et Stéphane qui sont avec nous. Vous êtes nombreux à poser des questions et c'est absolument super. Et on a 2 personnes en plus. Thomas qui nous rejoint, qui travaille à l'AFNOR, avec Julien qu'on a vu tout à l'heure, qui pilote tous les projets autour de la santé en particulier, et je laisserai les présenter. Et puis le gourou de la data science dans l'entreprise, Philippe Cordet, c'est lui qui m'impose de l'appeler gourou, donc je l'appellerai gourou pendant tout le long de l'échange. C'est lié évidemment à son look et à sa coupe de cheveux. Je démarre par une question assez simple peut-être pour toi Thomas, en termes pour l'organisation qu'est l'AFNOR et pour se mettre en mouvement dans le calendrier qui est exigeant de la AI Act, comment vous vous préparez ? Eh bien, alors nous, on a un positionnement d'organisme de certification, donc on va être intéressé particulièrement par les aspects certification qui sont induits par l'IA Act. L'IA Act va faire appel à des normes harmonisées qui vont donner présomption de conformité aux exigences de l'IA Act. On a commencé à travailler avec celles qui sont déjà sorties, une en particulier qu'évoquait Julien tout à l'heure, qui est l'ISO 42001, et qui va permettre de donner présomption de conformité à un certain nombre des exigences d'IA Act, en particulier celle de l'article 17 qui impose la mise en place d'un système de management de la qualité. Donc là, on a formé nos auditeurs, on a formé un pool d'auditeurs qui vont être à même de faire des premiers audits en application de cette norme, qui va aider les entreprises à commencer à faire la première marche pour aller vers une conformité à l'IA Act. Gourou. Une question pour toi. Si 80% des infos seront demain des fake news, quels mécanismes permettront de mieux les détecter, les éliminer des recherches réalisées, par exemple sur le web ? Alors si 80% chiffre qui a été donné tout à l'heure. Et de la fake news, ça devient compliqué parce que comme on est sur un système probabiliste qui va être dominé par de la fausse information, ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu sur la construction des datasets de référence, justement, pour éliminer toutes ces fake news, pour avoir un jeu de données qui puisse être, on va dire, proche d'être factuel, et pour le coup, d'être capable de détecter en fait les fake news par un écart très significatif à ce contenu-là. D'accord. Et il y a une question autour, je ne l'ai plus exactement sous les yeux, de comment on garantit la véracité des modèles. Est-ce que les modèles d'IA génératifs, on a dit qu'ils étaient extractifs tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le bon terme, sont suffisants pour garantir la vérifiabilité de l'information qui y figure, ou est-ce qu'il faut les augmenter d'autres modèles, Knowledge Graph ou autres ? Alors, de mon point de vue, déjà la véracité dans le langage, elle est très questionnable juste d'un point de vue fondamental sur la sémantique. Elle est très liée comme le langage n'est jamais vérifiable n'est jamais vérifiable à partir du moment où il est naturel. Exactement. L'informatique peut l'être. Et comme l'a dit très justement Grégoire sur les hallucinations, la non-pertinence, les stéréotypes et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'une question, si on prend le cas de l'Angleterre dans l'Europe de l'Ouest, en fonction du contexte ou de la perception de la personne, un coup ça peut être vrai, l'autre coup ça peut ne pas être vrai. Et donc c'est là où, dans des contextes d'entreprise, avec des graphes de connaissances qui permettent d'avoir une représentation de la connaissance, entre guillemets, vérifiée par l'entreprise, ça peut être un moyen, effectivement, de contraindre la réponse de ces LLM pour s'assurer d'une véracité plus grande. Après, est-ce qu'on pourra limiter le risque à zéro ? J'en doute fort. Alors, Olivier, peut-être pour Thomas aussi, il y a toute une série de questions. Je pense que les personnes qui sont avec nous là sont un peu étourdies par le niveau de complexité. Donc, je prends la question, puis je donne les autres. Sur les aspects légaux, cela ouvre une boîte de Pandore de questions ouvertes. J'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à statuer sur toutes les nouvelles questions ouvertes avant bien longtemps si on arrive un jour. Qu'en pensez-vous ? Et une deuxième question que vous partagez, c'est comment la co-création des codes de conduite, puisqu'ils sont prévus dans l'AI Act, se fait-il avec les parties prenantes au niveau local ? Est-ce que vous y contribuez, vous y êtes associé ? Et comment les normes ISO vont intervenir dans ce cadre-là ? Peut-être d'abord Olivier, puis Thomas derrière. Oui, rapidement sur la complexité, j'encourage les personnes qui nous regardent à aller sur le site de la Commission européenne qui explique sa stratégie du digital en 2020. J'ai compris beaucoup de choses en allant voir ça. Pourquoi ? Parce que tout ce dont on entend parler, DORA, MICA, bon, ces acronymes un peu barbares, Nice, etc. Et l'IA Act, c'est tout ce que a voulu réguler
l'Union européenne. Et donc on baigne là-dedans, et c'est pour ça qu'on a une impression d'énorme complexité. Mais en fait, c'est déjà préparé à l'avance. Il faut vraiment être curieux et aller voir ça. L'IA Act, c'est une toute petite partie de cette stratégie numérique qui est vraiment globale et du coup, on va vers un nouveau monde. Ce que je dis souvent au sujet de l'IA, c'est pas seulement une nouvelle technologie, c'est un nouveau domaine scientifique qui mélange à la fois les sciences, les stats, les maths, etc., mais également les sciences humaines, la neurobiologie, le comportement humain, puisqu'on va calquer le fonctionnement cognitif du cerveau. Et donc effectivement, on ne peut que aller vers une complexité. Et le règlement IAC, néanmoins, essaye de donner un cadre juridique. C'est la première fois dans le monde, hein, on peut dire quand même cocorico au niveau européen. Et d'ailleurs, très récemment, j'ai vu que le Sénat américain avait un projet de loi aux États-Unis pour réglementer les droits d'auteur sur les LLM. Donc on voit bien que c'est au cœur du sujet. Cette complexité-là, on ne peut pas y échapper. Il faut vraiment s'y adapter. Thomas, sur les normes ISO, ouais, si tu peux donner un exemple. Par exemple, je veux produire un dispositif médical. Ça implique quoi la norme ISO d'un point de vue? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la Commission européenne a mandaté le CEN, qui est l'organisme de normalisation européen, pour bâtir des normes qui vont aider les industriels à démontrer la conformité aux exigences de l'IA Act. Des normes d'application optionnelles, mais qui est très, très pratique d'utiliser. Ces normes devront être produites. C'est l'objectif qu'a donné la Commission au CEN avant juin 2025. Ça va prendre plus de temps. Mais il y en a déjà qui sortent peu à peu. Parmi lesquels, la première qui est sortie, l'ISO 42001, qui va traiter, Julien l'évoquait, du système de management de l'IA que les entreprises doivent bâtir pour répondre aux exigences. C'est un système de management qui va tenir compte des risques, des impacts, et quelles mesures on va prendre pour pouvoir mitiger ces risques. Et ben cette norme, si on l'applique d'ores et déjà, ça va être une première étape cruciale pour être prêt d'ici 2 ans à la mise en application de l'IA Act. Alors j'ai une question pour Stéphane. 2 questions. D'accord. Une qui est la mienne et une qui est dans le chat. Première question pour une entreprise comme Alstom, qui a une présence mondiale, qui se déploie aussi de façon dans plusieurs continents avec des grands marchés qui sont jusqu'à quel point le risque géopolitique doit être intégré à votre analyse de risque cyber? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin dans vos équipes concrètement d'avoir des gens qui essaient de penser les risques spécifiques à l'Ukraine, la Russie, Israël, etc. Et puis il y a une deuxième question, l'IA au service des hackers générera-t-elle de nouvelles méthodes de hack? Est-ce un mythe? Alors, pour répondre à la première question sur la partie géopolitique et un petit peu diversité des approches dans les différents pays, donc la réponse est oui, pour une entreprise multinationale, on est obligé de prendre en compte cette dimension. Pour 2 raisons. Parfois pour nous-mêmes, parce que on a envie de pouvoir faire des fonctions spécifiques dans certains pays pour rester dans la course, tout simplement. Parfois aussi, et c'est pas vrai que pour l'IA, mais c'est vrai de manière générale, pour répondre aux exigences de nos propres clients, qui parfois nous disent moi dans mon pays j'ai cette contrainte, merci de vous y conformer, et donc il faut qu'on adapte nos solutions, nos technologies, nos architectures à ce genre de contraintes. Alors on n'aime pas ça, on essaye de faire en sorte d'avoir des solutions les plus génériques possibles. On a réussi typiquement avec la GDPR à d'une certaine manière faire une sorte d'extraterritorialité, ce qui était quand même habituellement la pratique des Américains. Et en tout cas, dans une entreprise comme Alstom, globalement, la norme autour de la donnée à caractère privé est plutôt normalisée sur la pratique européenne, même si la donnée est dans un autre pays. Sur ces pratiques-là autour de l'IA, aujourd'hui, il n'y a pas encore clairement un consensus à se dire on va prendre les contraintes qu'imposerait l'Europe. Clairement, c'est pas le sujet. Par contre, ça veut dire qu'on peut être amené à avoir des implémentations spécifiques, géographiquement localisées et avec des usages et des restrictions d'accès particulières. Pour répondre à la deuxième question sur est-ce qu'il y a des nouvelles menaces et des nouvelles possibilités, la réponse est clairement oui. Est-ce que c'est nouveau? Non. Parce qu'en fait, les hackers et les techniques d'attaque ont toujours évolué et ont toujours percé la prochaine idée qu'on n'avait pas eue. Donc là, ok, c'est assisté par ordinateur, ça vous aide à coder plus vite, ça vous donne peut-être une piste. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi le voir de l'autre côté. C'est-à-dire que pour les gens que nous sommes qui protégeons, c'est la même chose. Et donc, on essaye d'utiliser les mêmes techniques, les mêmes outils, les mêmes possibilités pour construire et concevoir les systèmes de détection et de protection par rapport à ces attaquants qui auront de toute manière accès parce que pour le coup, eux, ils vont pas se restreindre, qui auront accès à cet outil. Donc, autant bénéficier, autant qu'on peut du même outillage.
Alors, j'ai tous vous demandé, pour conclure, de me dire s'il y avait une chose à faire pour se préparer à la mise en conformité de l'AI Act, laquelle serait. Mais avant ça, je prends 2 points, parce qu'il y en a énormément de questions dessus. Un point que je prends moi et un point que je te passe. Sur le premier point, c'est un certain nombre lié aux catégories du texte, de l'AI Act, aux catégories juridiques auxquelles on va faire face. Le texte fait référence au système d'IA. Donc, dans le système d'IA, il est rédigé de telle façon que tous les modèles qui mettent en traitement des données sont des systèmes d'IA. Au sens large, on a évoqué tout à l'heure un tableur Excel. À partir du moment où il est mis au service d'une prise de décision, il peut potentiellement rentrer dedans. Après, vous avez vu que le texte évacue un certain nombre de systèmes, puisque c'est bien la destination de ces systèmes qui est regardée et pas leur nature même. Donc, par principe, voyez les choses à très large spectre. Après, les LLM sont-ils à haut risque? En fait, le texte va dire les choses un peu différemment et on vous amène à les regarder différemment. Vous allez avoir des modèles selon leur destination qui sont à haut risque. Donc, c'est la catégorie qui est très réglementée par l'AI Act et c'est la catégorie qu'il faut regarder. Puis des modèles qui sont à plus faible risque. Dans les modèles à haut risque, il y a une législation spécifique pour les modèles à vocation généraliste. Parce qu'on a peur avec ces modèles qu'un jour ils émergent ou ils aient des facultés spécifiques et on veut vérifier qu'il n'y ait pas d'effet d'émergence ou d'effet des comportements inattendus. Et puis pour ces systèmes à haut risque, on va regarder encore plus spécifiquement parmi ces systèmes ceux qui ont un risque systémique. C'est le mot un peu clé du texte et on va le dire simplement, il n'est pas défini, c'est la Commission européenne qui le définira. Alors il y a un petit critère qui est dans un annexe du texte, qui est le volume de données qui permet d'entraîner le nombre de teraflops. 10 puissance 25 flops. Je vous laisserai vous faire votre opinion sur le sujet. Ça va être un petit seuil sur le sujet. Et c'est bien ça dont on parle. Donc, je vous cache pas en vous disant ça qu'il y a une certaine confusion dans le texte. Confusion qui est tout de même relative parce qu'elle est vraiment destinée pour un encadrement très précis d'un tout petit nombre de modèles à vocation généraliste de dimension mondiale qui sont entraînés partout. La question pour toi, c'est, il y a beaucoup de questions autour de, finalement, est-ce que les données viennent d'Internet? Donc, on peut puiser et chercher dans ces données. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'appauvrissement de ces données? Parce que finalement, les modèles de langage génèrent du junk texte ou du texte qui n'a plus de valeur. Et donc, finalement, la source même qui permet d'entraîner les modèles appauvrit ces modèles et on est dans une dynamique dans laquelle les modèles eux-mêmes deviennent moins pertinents. En fait, la question sous-jacente, c'est est-ce que le contenu qui est généré par ces modèles de langage est réinjecté tel que sur le web, sans aucun enrichissement de l'humain. Et là, effectivement, on va avoir un modèle qui va générer dans son domaine de validité tel qu'il est, et qui va quelque part avoir un comportement un peu consanguin. Donc oui, effectivement, un appauvrissement. Si maintenant, l'humain vient s'en servir pour faire un premier jet, et l'enrichir pour pouvoir, lui, amener sa créativité, son opinion, son esprit critique et ainsi de suite. Et à ce moment-là, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'on n'aille pas vers un appauvrissement. Et donc l'humain doit toujours rester dans la boucle. Dans la boucle, et même dans Internet. Ce qu'on risque de casser, c'est le bel outil qui est Internet, qu'on a créé au milieu des années 90. En fait. Il y a une chose à faire pour se préparer à l'AI Act. Un petit peu à l'image de ce que tout le monde a dû faire pour se préparer à la GDPR, c'est classer ses données et connaître son patrimoine, parce que ça va devenir essentiel. Et si je peux donner un conseil aussi, c'est de le classer et d'avoir une petite idée des populations qui sont censées le manipuler, parce que ça peut vite briser les barrières et les contrôles d'accès. Olivier ? Tout à fait. Mettre en place une organisation, c'est fondamental. Une gouvernance, des codes éthiques, des codes de conduite dont on parle, ça va devenir indispensable. La traçabilité me semble très importante. La première chose que vont faire les régulateurs, que ce soit la CNIL ou autre, c'est venir nous chatouiller, nous disant qu'est-ce que vous avez mis en place? Si on n'a rien, on se retrouve dans des situations très très difficiles. Thomas? Identifier dans quelle mesure on rentre dans le champ d'application de l'IA Act. Est-ce qu'on conçoit des IA à haut risque, à risque minimal, et on s'appuie pour ça sur les annexes 2 et 3. Ne pas penser aussi que parce qu'on n'est pas concepteur d'IA, on n'est pas concerné par l'IA Act. Parce c'est un des règlements européens qui prévoit le marquage CE qui prévoit énormément d'exigences pour les utilisateurs. Donc on peut ne pas concevoir d'IA et être totalement impacté par l'IA Act si on a un utilisateur, notamment à travers une exigence très simple de supervision humaine qui figure dans l'IA Act, où du coup l'utilisateur doit démontrer qu'il a confié cette supervision à des personnes compétentes, qui sont formées, etc. Donc bien regarder dans quel cadre on est de l'IA Act. Philippe? Pour moi, c'est un enjeu de formation des développeurs de produits d'AI, notamment autour de tout ce qui va être sciences humaines, sociales,
pour éviter tout ce qui va être problème de biais, d'hallucination et autres. Mais vraiment, les biais, ce que je disais tout à l'heure dans le couloir, c'est, et pour faire écho un petit peu à ce que disait Stéphane sur la locomotive à vapeur, si vous demandez à GPT-4 Vision de vous dessiner une maison, il dessine une maison américaine. En fait, tous ces grands modèles sont tellement biaisés avec les données d'entrée que si on n'y fait pas attention, en fait, en sortie, tout ce qui ressortira sera biaisé. Et ça va être la même chose pour tous les systèmes à base d'IA, c'est-à-dire que si on n'est pas attentif de bout en bout, dès la sélection du jeu de données, au développement de l'algorithme et pour son utilisation finale, qui doit être non biaisée justement pour être en ligne avec les React, il faut que les développeurs aient conscience de tout ça. Bon, merci à tous. Un grand merci pour votre participation. Ce que je retiens aussi de votre réponse, c'est que la première chose à faire pour se préparer, c'est de mettre les mains dedans. Se prémunir de l'AI Act, c'est un peu comme les noces de Figaro. Je reviens, ça commence tout seul. Marceline a perdu son épingle et elle essaie de la retrouver dans le jardin. Puis ça se finit par un bouquet final avec tout le monde sur scène. C'est ce qu'on a fait ce soir. Un grand merci pour votre participation. C'est fini pour les technologies ce soir. C'est le temps d'écouter Mozart. Donc je vous renvoie. Ouvrez les notes de Figaro et passez une bonne soirée. À bientôt.